Bonjour YouTube, c'était la 28e journée de Ligue 1 et tout était bien parti pour que l'Olympique Lyonnais passe une terrible soirée puisque Nice s'était incliné hier, Monaco avait perdu aujourd'hui contre Brest et l'Olympique Lyonnais a concédé le premier but de la rencontre après 38 secondes. Mais non, l'Olympique Lyonnais a retourné le match et a gagné le football ce soir contre le LOSC de Bruno Genesio, victoire 2-1. Victoire 2-1 qui propulse l'OL à la 4e place du championnat pour la première fois de la saison en attendant le match de Strasbourg demain. Un match globalement d'une qualité technique assez faible de la part des deux équipes, mais où l'OL aura su trouver les ressources pour se sortir d'un bien beau bourbier, puisque comme je vous l'ai dit, le LOSC a ouvert le score après 36 secondes sur un corner inscrit par Bafodé Diakité à la toute première minute de jeu. La Casette égalisation sur penalty à la 38e minute, et derrière il a fallu s'en remettre. Un Ryan Cherki entré en jeu à la 4e minute à la place de Ernest Nuama blessé, on en reparlera un petit peu, pour que l'OL aille chercher une victoire ô combien importante contre un adversaire direct. On avait parlé de 3 potentielles finales contre Strasbourg, Lille et Monaco. Le match contre Monaco arrivera plus tard. Moi j'avais dit qu'il fallait faire au moins 4 sur 6, voire 6 sur 9, pardon, au moins 4 sur 9 ou 6 sur 9. On est désormais à 3 points, il en manquera au moins 1, voire 3 contre Monaco pour réussir potentiellement à aller chercher cette qualification en Ligue des Champions. Voilà, on va débriefer ce match ensemble. Je suis quand même content, je suis quand même très content, parce que j'avais franchement peur que l'OL loupe une nouvelle fois le coche, après cette défaite contre Strasbourg le week-end dernier. On mettait beaucoup d'espoir dans ce match contre Strasbourg, beaucoup étaient défaitistes après cette défaite contre Strasbourg, qui est un vrai concurrent direct, et qui peut d'ailleurs passer devant l'OL, on l'a dit, en cas de victoire demain dimanche. Mais moi je vous ai dit, l'OL a encore son destin entre ses mains, puisque l'OL va affronter Monaco, l'OL affronter Lille, et le week-end prochain, on aura un double affrontement de concurrents directs, avec Marseille et Monaco qui vont se jouer, et Strasbourg et Nice. Donc il y aura de nouveau l'occasion la semaine prochaine, avec le déplacement à Auxerre, de s'installer pour de bon dans ce top 4, voire ce top 3, voire peut-être la 2e place. On ne sait pas, elle n'est pas si loin, puisque Marseille est, au moment où je vous parle, 1 point devant avec un match à jouer du côté de Toulouse, et Marseille va jouer Monaco le week-end prochain. Donc finalement l'OL n'est pas si loin de la 2e place du championnat, où on peut se permettre de rêver avant jeudi, le prochain match qui sera contre Manchester United. Il y avait 2 matchs cette semaine qui étaient probablement les 2 matchs les plus importants de la saison de l'OL jusqu'ici. On en a gagné 1. On va donc débriefer ensemble cette rencontre entre l'OL et le LOSC. L'OL qui s'était présenté avec un petit peu de turnover quand même, puisque Mikotadze commençait sur le banc, Fofana était absent sur blessure, Cherki était sur le banc également, même si malheureusement Ryan Cherki est entré très très vite en jeu, puisque Ernest Nuama est sorti au bout de 3 minutes après une blessure sur les appuis. Malheureusement ça semble assez grave, on n'a pas pour l'instant confirmation de la blessure, mais on a vu que Ryan Cherki avait fait un petit message en fin de match pour lui dire reviens-nous vite Ernest. J'ai très peur malheureusement que ce soit les croisés pour Ernest Nuama. C'est dommage, il commençait à prendre confiance, c'est terrible pour lui, et ça prive l'OL d'un des rares joueurs de profondeur qu'il avait. Déjà que Malik Fofana était blessé, il va falloir qu'il revienne très très vite, Malik Fofana. Donc oui, c'est très très triste pour Ernest Nuama, que ce soit pour lui ou même pour les comptes de l'OL, parce qu'un Ernest Nuama qui se fait les croisés, ce sera un Ernest Nuama qui restera à l'OL cet été, et vu la situation financière de l'OL, c'est probablement pas une bonne nouvelle. On lui souhaite évidemment un rétablissement très rapide. Du côté du LOSC, une compo un peu hybride, avec un 4-3-3/4-2-3-1 aligné du côté de Bruno Genesio, avec un choix un peu bizarre de nous mettre Muko en 10, qui a été très mauvais. D'ailleurs, le LOSC a commencé à renaître quand il est sorti sur blessure. On a eu une opposition sur le côté droit entre Bakker ailier et Tolisso ailier. Bon, pourquoi pas, après tout, puisque l'OL alignait cette espèce de système un peu hybride où Tolisso occupait l'espace ailier gauche à la manière d'un Matuidi sous Didier Deschamps. Alors ça a très bien marché pour le coup, puisque l'OL a beaucoup allongé sur Corentin Tolisso, mais globalement, on a eu droit à un match assez faible. On a eu un OL qui a été globalement très 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 moyen en première période, quasiment aucune occasion à part le penalty, et le LOSC qui a été très très faible, notamment sur la 2e période, où le LOSC a eu un déchet technique absolument terrifiant. Alors on sait que le LOSC n'est pas forcément sur une bonne dynamique, puisqu'ils ont perdu 3 matchs sur les 5 derniers, là, avec cette défaite de ce soir, mais alors... quand même, ce top 4, il est pas fameux.
il n'est pas fameux, parce que si vous prenez dans l'ordre, vous avez Monaco qui vient de perdre contre Brest, vous avez Marseille qui vient d'enchaîner 3 défaites d'affilée, vous avez Lyon, ça va en ce moment, ça va à peu près, même s'il y a eu cette défaite contre Strasbourg, Nice qui est sur une série de 3 victoires, 3 défaites et un nul, pardon, et Lille qui a 3 défaites en 5 matchs. Vous avez que Strasbourg qui carbure à fond, mais toutes les cartes sont rebattues pour cette fin de saison. Il reste, au moment où je vous parle, 6 matchs avant la fin de la saison, et bien malin sera celui qui saura dire lequel de club du top 7 occupera la 2e place à la fin de la saison. Et on peut même se dire que Brest a le potentiel pour être européen, puisqu'ils affrontent beaucoup d'équipes concurrents à l'Europe. Tout est remélangé, et de la 2e à la 8e place, c'est bien tassé, hein, c'est totalement tassé. Voilà, oui, les Brestois, on vous voit dans le chat, vous êtes les plus gros forceurs de ce chat, mais on vous aime quand même. Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter ? Le premier but, voilà, coup d'envoi, l'OL qui fait un peu n'importe quoi à la relance, Ernest Nuama qui tente une roulette, Thiago Almada qui, au lieu de balancer devant, concède un corner. Et s'il y a bien un domaine dans lequel Lille est terrifiant, c'est les coups de pied arrêtés, notamment Bafodé Diakité, hein. Je sais pas combien de buts il a marqué cette saison, peut-être pas tant que ça, mais Bafodé Diakité sur corner, c'est une terreur. D'ailleurs, tous les corners, c'est quand même impressionnant, tous les corners du LOSC, vous aviez 2 ou 3 joueurs dans la surface et les autres étaient à l'entrée, et à chaque fois, c'était caca culotte. Donc vraiment, bravo pour le coup Bruno Genesio de bosser ça comme il faut. C'est Tessman, excusez-moi, j'étais de l'autre côté du stade, donc j'ai mal vu. Mais honnêtement, ça sentait un peu du cul, hein. La première mi-temps, elle est vraiment pas bonne. Heureusement qu'en face, Lille est pas bon non plus, mais alors vraiment pas bon. Et on est sauvé par ce penalty qui est normal, hein. Il y a main, il y a totalement main, mais parce que... alors c'était qui l'arrière-gauche ? C'était... aidez-moi, c'était qui l'arrière-gauche à Lille ? C'était Gudmundsson qui laisse partir Maitland Nice comme un demeuré et qui provoque du coup le penalty. L'OL qui rentre à la pause à 1 partout. Et alors après, au retour des vestiaires, on a eu 15 minutes. J'ai cru que c'était fallait dormir quoi. Les 15 premières minutes de la seconde période, le rythme, c'est la sieste à la maternelle là, tout le monde au dodo, hein. Vraiment, il n'y avait aucun pressing des deux côtés, les deux équipes n'avaient pas envie de jouer, et à un moment donné, ça s'est un tout petit peu énervé, sous l'impulsion notamment de l'entrée de Jordan Verretou, qui est rentré à la place de Matic, d'ailleurs on va en parler de ça, mais alors les 15 premières minutes de la seconde période, je me suis dit, mais... Waouh, où on joue l'Europe là, hein. On a tous dormi, tous, un très très beau dodo. Une bataille de tractopelle au milieu, oui, complètement. Globalement, c'est un match que l'OL... a pas volé, parce qu'en face ça a été très faible. J'ai vu la déclat de Bruno Genesio qui disait on aurait au moins mérité le match nul. Bah non, pas vraiment, hein. C'est un match qui est sensiblement équilibré parce que au niveau des expected goals, vous avez le penalty qui compte dedans pour quasiment 0,80, je crois, un penalty, quelque chose comme ça, 77. Donc vous êtes globalement sur un match assez équilibré, mais la vérité c'est qu'il y a eu quand même très très peu d'occasions pour Lille. Vous avez un but sur coup de pied arrêté, vous avez une contre-attaque où Lucas Perry sort une très belle parade. Et c'est à peu près tout, hein. Alors, il n'y a pas eu moultes occasions côté lyonnais, hein. Il y a eu le penalty, il y a eu le but de Cherki, et il y a eu cette énorme occasion à la 89e. Mais au niveau des occasions franches de but, bon, le 2-1, il est pas spécialement volé. Le LOSC a fait un très 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 mauvais match. Notamment devant, Jonathan David a été transparent, Haraldsson a eu toutes les peines du monde à exister tant qu'il était sur le côté, Muko a été vraiment très 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 mauvais, Bakker transparent aussi, le LOSC qui sont vraiment dans un mauvais tourbillon. C'est un peu le cycle génésiesque, hein. Je suis désolé pour eux, mais ils ont eu les 6 mois stratosphériques, et là ça commence à tirer un peu la gueule, à faire du U, à faire de la possession stérile. Donc le rendement d'Alex est de plus en plus faible, on va en parler après. L'OL de son côté, du côté positif, il y a 2 choses à tirer quand même. Un, c'est une relative sérénité défensive. On a eu une charnière qui était solide ce soir, même les latéraux, hein, Maitland Nice a été plutôt bon, Tagliafico a été immense. Il y a quand même un truc à mettre en avant dans cette équipe, c'est que depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, il y a une certaine assise défensive. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Alors, ça ne nous a pas empêché d'en prendre 4 contre Strasbourg, mais de manière générale, on sent moins le caca-culotte permanent dès que l'adversaire a le ballon. Notamment Clinton Mata qui a été excellent ce soir, mais Niakate était bon aussi, il faut le dire. Et l'autre truc positif, c'est quand même toujours cette capacité à se sortir les doigts quand il faut se sortir les doigts. Notamment, j'ai regardé vite fait les réseaux après, parce que j'ai pas regardé pendant que j'étais au stade,
Comme d'hab, j'ai l'impression que sur Cherki, ça se tiraille. J'ai trouvé le match de Cherki très bon. Voilà, je l'ai trouvé engagé, je l'ai trouvé sobre, peut-être même presque trop sur le début de deuxième période où il est resté très 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 souvent sur son côté droit. Mais alors le nombre de passes clés qu'il a dû faire encore ce soir, Ryan Cherki, et il y a ce tacle à la 95e, j'ai pas souvent vu Cherki se défoncer à la 95e pour tenir un résultat. Donc moi j'ai trouvé que c'était un bon match de Cherki dans l'implication. Voilà, alors, pour le coup, je suis quand même le premier à le taper quand il fait pas des bons matchs dans l'implication. Mais match très mauvais, bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Peut-être trop discipliné, mais moi j'aime bien ce Cherki là qui se fond dans le collectif. Pour moi c'était moyen sur ce sur quoi il nous habituer. Je suis pas d'accord, il y a quand même pas mal de belles ouvertures et je l'ai pas trouvé exaspérant. Voilà, défensivement, ça a très bien tenu, sauf dans la première minute. Bah, en vrai, la première minute, c'est un corner que tu concèdes bêtement. Et après, bah, c'est un coup de pied arrêté. Et on sait que l'OL est pas très très fort sur coup de pied arrêté défensif. Sur coup de pied offensif non plus, d'ailleurs, même si c'est un petit peu mieux ces dernières années, on va dire. Mais tu sais que le LOSC, ils sont forts sur coup de pied arrêté. Tu le sais. Tu le sais qu'il vaut mieux pas concéder de corner. Et concéder un corner aussitôt, aussi après 30 secondes, bah, tu te mets en danger. T'es pas chaud, Diakité, il est fort. Voilà, hein, c'est le jeu. Non, il y a quand même un certain nombre de positifs, un certain nombre d'enseignements aussi. Il y avait un certain nombre de choix sur ce début de match. La titularisation de Lacazette, ça a été très 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 laborieux. Lacazette, alors oui, il y a le travail défensif, mais alors dans le jeu en remise, c'était dur. Hein. C'était très très dur. Donc voilà, on sait que le passage de témoin, il est plus ou moins acté entre Mikotadze et Lacazette, et c'est à peu près sûr que c'est Mikotadze qui débutera le match contre Manchester United. Et au milieu de terrain, on avait déjà vu beaucoup de limites à l'association entre Tessman et Matic. On a eu une première période où il y avait très très peu de mouvement à la relance du côté des deux tours de contrôle. Là. Ça a été vachement mieux à partir de la 68e minute, quand Matic a laissé la place à Verretou, qui a raté un certain nombre de choses, mais qui était quand même très disponible, et qui a permis à Tessman de reprendre sa zone providentielle en numéro 6 sans Matic, et on a vu quand même beaucoup plus de facilité à trouver Verretou dans les espaces et à faire avancer le ballon avec lui. Donc, je pense que Tessman-Matic, je pense que je réinvente pas la roue, c'est pas très complémentaire quand même. Parce que quand il y a Tessman-Matic, vous avez Matic qui reste dans sa position de sentinelle, et vous avez Tessman qui va jouer un peu plus haut, mais Tessman il sait pas jouer plus haut, il sait pas jouer en 8, il sait pas jouer dans la profondeur, dans les espaces. Je pense que là aussi il y a un passage de témoin qui va s'amorcer au fur et à mesure que les mois vont passer, avec Tessman qui prend en confiance, et Matic qui termine de moins en moins de matchs, et qui de toute façon se fait vieux, hein. Il a 36 ans, Matic bientôt, ou même je crois qu'il les a. Hein. Donc voilà, il fait pas un match affreux Matic ce soir, mais on voit que Matic et Tessman, bah, ça se marche un peu dessus, parce que Tessman, il n'ose pas aller chercher la zone de Matic, et que Matic, il est incapable d'aller chercher la zone de Tessman. Donc voilà, moi j'ai trouvé que l'association Tessman-Verretou était, à défaut d'être magique, beaucoup plus complémentaire que Matic-Tessman, mais on le sait, c'est deux joueurs qui ont un profil à peu près similaire, même si je pense que Tessman est beaucoup plus mobile que Matic. Mais voilà, je pense que la solution, elle est peut-être là, même si en vrai, tu fais une première période où c'est relativement solide. Hein. Voilà, mais je suis quand même curieux de voir qui va être aligné contre Manchester United. Je pense que la sortie de Matic indique que ce sera Matic, mais est-ce qu'on aura de nouveau Matic-Tessman, ou est-ce qu'on aura Verretou à la place de Tessman? Est-ce qu'on aura Tolisso un peu plus bas? Je pense que non, puisque avec la blessure de Nuama, ça me semble obligatoire d'avoir Tolisso qui occupe ce poste offensif un peu hybride de milieu offensif gauche. Mais voilà, yaourt nature sucrée. Verretou, je trouve pas son entrée dégueulasse aujourd'hui. Voilà, il y a du déchet, mais au moins il a fait des trucs, on l'a vu. Alors la frappe de loin qui part sur le parking de Rexpo était vraiment bien nécessaire, mais je trouve que Verretou a fait une entrée de joueur intéressant. Voilà, je trouve ça sympa, et pour le coup ça marche bien avec Tessman. On n'a pas parlé de Tagliafico, mais évidemment que Tagliafico c'est l'homme providentiel. Il est encore présent hein, sur le but de Cherki, il est partout. L'activité de Tolisso, pour un mec qui est quand même pas tout jeune, hein, Tagliafico, pardon, Tagliafico. L'activité de Tagliafico, on est sur un mec qui va avoir 33 ans cet été. C'est une folie quand même. Et je pense sincèrement que la priorité absolue de l'OL cet été, si c'est possible, financièrement, ça doit être de prolonger Tagliafico. Je pense que ce sera pas possible, parce que je vois pas un monde où Nicolas Tagliafico, il a pas des propositions très très alléchantes cet été, dans des gros clubs qui vont vouloir lui donner son dernier contrat. Donc je pense malheureusement que Tagliafico ne restera pas à l'OL, sauf en cas de qualification directe pour la Ligue des Champions. Mais,
Mais c'est dommage, parce que ça va être une perte terrible, parce que vraiment, l'activité et la polyvalence de Tagliafico, je veux dire, il y a des moments, il joue avant-centre, quoi. Il joue avant-centre, on le voit faire des appels d'avant-centre, et il fait des bons appels d'avant-centre. Mais je me répète là-dessus, hein. Mais alors, remplacer Tagliafico par Abner, ça va être très très dur, hein. Il va falloir se mouiller la nuque, hein. Il va falloir se mouiller la nuque terriblement. C'est lui qui va être la plus grosse perte cet été, avec Ryan Cherky, évidemment, hein. Donc, je pense que le plan, c'est ça, hein, c'est de valoriser Abner en le mettant titulaire la saison prochaine. Mais alors, ça va être dur, hein. Ça va être dur. On va revenir au temps de Maxwell Cornet, Palmieri et Alice Sissoko, hein. Donc, Tagliafico, en plus, il a encore 3 ans tranquille vu son profil. En tout cas, je lui souhaite. Mais alors, sacré soldat, et quand il va partir, il méritera l'hommage qu'il se doit, parce que c'est un sacré soldat, jamais un mot plus haut que l'autre. Un vrai soldat, vrai soldat. Et s'il avait été peut-être un peu plus jeune ou un peu moins fort, je pense que ça aurait été un très bon prétendant au brassard de capitaine à l'OL. Palmieri, la vision d'horreur. Ah oui, Emerson, c'était quand même sacrément dégueulasse, hein. Mais bon, la grinta, non mais il a tout ce joueur. Il a la polyvalence, il a la finition, il a l'endurance, il a la grinta, il a le vice, il a tout Tagliafico. Ça va être terrible de le remplacer. Terrible. On n'a pas parlé du reste de la défense. Moi j'ai trouvé Clinton Mata brillant. Il y a un tacle notamment de Clinton Mata là, sur une espèce de ballon en profondeur, hyper dangereux, vraiment un tacle de soldat là. Mata, il y a quand même pas beaucoup de matchs ratés depuis qu'il est arrivé à Lyon. Et je pense, sans trop de doute, vous me direz hein, si vous pensez la même chose, je pense que Clinton Mata, c'est la meilleure recrue de l'ère Textor. En termes de prix payé, de régularité, de fiabilité et en plus de polyvalence, je pense qu'il n'y a pas meilleure recrue de l'ère Textor que Clinton Mata. Alors peut-être Jake O'Brien, mais même large. Beaucoup plus que Fofana, même, je pense. Fofana, c'est 15 millions. Fofana, il n'est pas titulaire indiscutable, même si c'est un super joueur. Voilà, ça se joue entre Perry, O'Brien et Mata. Et moi, je mettrais Mata numéro 1. Hein. Voilà. Zaha. Zaha, putain, j'avais oublié l'existence de Wilfried Zaha. Vous vous rappeliez que Wilfried Zaha était un joueur de l'OL cette saison? Un twitto m'a dit qu'il a jamais été bon depuis qu'il est arrivé, mais pour moi, c'est l'un des plus constants. Qui ça? Mata? Mata, il a jamais été bon? Bah, je sais pas qui c'est le Twittos, mais il faut lui acheter un abonnement d'Azone. Hein. Faut qu'il joue au grand jeu au champ avec la roue de la fortune. Là, il va gagner un abonnement, il sera content. Hein. Oh, mon Dieu. Il a marqué ce soir sur un péno, Wilfried Zaha. Bah bravo à lui. Voilà, on peut l'applaudir. On peut applaudir Wilfried Zaha. C'est Fond de Canapé qui dit que Mata est mauvais. Ah bah, je comprends pas pourquoi. Je comprends pas comment on peut dire que Mata est mauvais. Mata, il a raté quelques matchs, mais c'est quand même l'assurance tout risque derrière. Hein. Très peu de matchs ratés de la part de Mata cette saison. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre à souligner? Si, Pola-Coucou est en vie. Voilà. On a une deuxième preuve de vie de Pola-Coucou qui est rentré à la 91e minute, comme quoi c'est possible, tout arrive. D'ailleurs, je pense qu'il est rentré avec la consigne de casser. Hein. Et à un moment donné, il fait une faute qui est pas sifflée d'ailleurs parce que l'avantage est laissé. Mais il arrive et vraiment il chope un mec, il le fout par terre. Je pense qu'il est rentré avec une mission de déménageur breton. Hein. Maitland Niles aussi fort. Alors Maitland Niles, il a quand même eu un très gros trou là en décembre-janvier. Mais très beau match de Maitland Niles. Match bah déjà, le penalty vient de lui. C'est lui qui s'arrache pour aller donner le centre qui donne le penalty. Et pareil, sur la fin de match, il y a ce tacle magnifique, même s'il y a peut-être un peu faute, mais j'arrive pas à voir. Mais Maitland Niles, c'est bien. Alors, il y a un mec dans le chat qui disait qu'il avait retrouvé une meuf. Je sais pas s'il a retrouvé une meuf, mais en tout cas, il a retrouvé un niveau de footballeur et c'est quand même bon signe parce que c'est pareil. Tant que Mata est dans l'axe, il nous faut un latéral droit. Et Koumbedi a fait un très bon intérim à un moment donné, mais un Maitland Niles en forme, c'est quand même sympa. Voilà, donc je pense qu'il y a effectivement, c'est ce que vous dites dans le chat, la concurrence de Koumbedi lui a peut-être remis les pendules à l'heure, et c'est quand même plutôt positif de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu cette énorme occasion ratée à la 89e. Alors je vous avoue que j'étais assez loin parce que j'étais de l'autre côté des tribunes. J'ai pas vu l'occasion ratée là, dans la 89e minute avec la frappe qui finit dans les bras de Chevalier. Elle est si hard ou vraiment elle était dure à mettre? Koumbedi qui joue à gauche, possible. Non. Mettez pas des latéraux en faux pied. La dernière fois qu'on a tenté de mettre un latéral en faux pied à Lyon, c'était Mouhamadou Dabo et ça n'a pas foncièrement réussi. Hein. Bel arrêt, d'accord. Bel arrêt. Après, Chevalier, je voulais qu'on en parle. Chevalier, je sais pas si ça se voit à la télé. C'est la première fois que je voyais Lucas Chevalier au stade, je crois. Hein. Il dégage un truc, ce gardien. Une sérénité sur les relances au pied, notamment. Pendant toute la première période, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois les deux latéraux étaient assez libres et à chaque fois les relances de Chevalier, c'était laser quoi.
il est fort. Hein. Ça m'étonnerait pas que Chevalier il bouge cet été pour aller dans un très 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 gros club. Il y en a pas mal qui doivent passer la seconde au niveau des gardiens de but, mais ils vont pas le garder longtemps, le LOSC. Hein. Ils vont vraiment pas le garder longtemps. C'est un super gardien, hein, super gardien. Perry a des meilleures relances au pied pour le coup. Oh bah, pour le coup, j'ai trouvé qu'il faisait des super relances au pied là ce soir. Perry, il y a un problème de pied gauche quand même. Hein. Il y a un problème de pied gauche. J'ai l'impression que ça n'a pas été totalement intégré par certains qu'il n'avait pas de pied gauche. C'est problématique, il faut qu'il travaille quand même. Hein. Les relances de Perry au pied, ça va pas. Mais alors vraiment, il a une étoile en mauvais pied. Hein. Le caca culotte à la fin, j'en ai. Bah, moi, c'était juste en face de moi. Quand Perry se fait presser et qu'il est sur son pied gauche, waouh, 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 waouh. Problème d'hésitation. Ouais, ouais, ouais. Quand il fait sa saucisse. Si on prend ce but là, si on prend le but là, au moment où Perry tergiverse, je pense que je me jette par-dessus la balustrade. Almada fait pas une frappe exceptionnelle. J'ai pas trouvé le match d'Almada brillant, d'ailleurs. Je vais pas parler d'Almada, on en parlera après quand on fera les notes. Je n'ai pas trouvé Almada grandiose ce soir. Je comprends pas comment des joueurs pros peuvent être aussi mauvais de leur mauvais pied. Je ne sais pas. Il était à deux de lâcher un coup du foulard. Ouais. Très bien dans l'activité, mais beaucoup de déchets techniques. Globalement, le niveau technique de ce match, il était pas terrible. Hein. Il était vraiment pas terrible. Il y a eu des contrôles fiscaux pendant toute la rencontre. Ça a vraiment pas surnagé. Hein. Il y a eu des... Même Haraldsson, c'était pas terrible. Muko, côté lillois, c'était particulièrement laborieux, balle au pied. Jonathan David... Moi, Jonathan David, c'est un joueur que j'aime pas trop. C'est un joueur que j'aime pas trop. C'est un excellent finisseur. C'est un très bon renard. Mais dans le jeu, j'aime pas Jonathan David. J'aime pas. Et côté lyonnais, Lacazette, ça a été très très dur techniquement. Almada, il n'a pas été au niveau. Le milieu de terrain, Matic Stesman, c'était faible. Tolisso, pour le coup, a été relativement ok, mais le nombre de passes ratées... pourquoi pas essayer un double pivot Almada-Tessman? Je suis pas sûr que Almada soit fait pour jouer aussi bas. Je préfère avoir Tolisso plus bas que Almada plus bas. Mais on verra. Hein. Ah, David, il s'est fait bouffer, ouais. Mais c'est aussi ça qu'il faut souligner, c'est que la défense centrale, elle a été hyper sereine face quand même à des joueurs en face qui sont pas des pitres théoriquement. Hein. Donc c'est Mariano Diaz, Icardi. Vous êtes un peu dur quand même. C'est un finisseur, mais c'est pas un joueur avec qui tu construis. Du coup, c'est pas un joueur qui correspond à la manière de jouer de l'OL, je pense aujourd'hui. Info l'équipe, Nuama ligament. Putain, c'est chiant ça, c'est terrible. Terrible les ligaments pour Nuama. Ça fait chier. Hein. Ça veut dire que l'OL a un seul joueur de profondeur pour la fin de saison, c'est Fofana. Parce que Nuama, même quand il était pas bon, il apportait énormément pour varier les manières d'attaquer. C'est une très très grosse perte pour le banc, pour la variété d'attaque de l'OL. C'est terrible. Voilà. La rentrée de Sahraoui m'a fait un peu peur, mais en vrai c'est passé. Ouais, coaching pas terrible hein, de la part de Genesio. Très tendu Genesio, j'ai trouvé sur le banc. Il y a notamment un moment donné qui... Alors, je pense que ça se voyait pas à la télé. Il y a un moment donné, il y a une relance en touche. Et il y a un ramasseur de balles qui fait pas exprès et qui envoie un deuxième ballon sur le terrain. Genesio, il lui a lancé un regard. C'était le même regard qu'à 4h du matin à la sortie du Hazard Club. Je vous jure, j'ai cru qu'il allait le courser le gamin. Je l'ai trouvé très tendu. Très très tendu, Genesio. Oui, je vous vois ouvrir le dossier Molébé. Il va falloir, hein, malheureusement, avec la blessure de Nyama, il va falloir donner du temps de jeu à des autres offensifs, puisque l'OL n'en a pas assez, tout simplement. Et je pense qu'on pourrait potentiellement voir Enzo Molébé prendre quelques minutes, voire peut-être voir quelques jeunes monter sur le groupe pro, parce que au moment où il n'y a plus d'ailier, il n'y a plus d'ailier, tout simplement, quoi. Molébé, c'est profil Mbappé, donc profil parfait pour pallier à nos blessures. Il va falloir lui donner un peu de temps, de toute façon, Molébé, c'est l'heure, hein. C'est l'heure. Je pensais qu'il en aurait ce soir, très honnêtement. Mais il n'y avait pas assez de changements possibles, je pense. Mais je pense que les premières minutes de Molébé viendront contre Auxerre. Contre United, je pense pas. C'est sûr que la vente de Mama Baldé, pour le coup, était pas forcément la meilleure idée du siècle. La vente de Mama Baldé, dans l'absolu, elle est pas choquante. C'est la vente de Mama Baldé conjuguée à l'arrivée de Wilfried Zaha qui est une connerie sans nom. Parce qu'il manque ce type de joueur-là sur le banc de l'OL. Un Wilfried Zaha avec la tête à l'endroit, ce serait très bien sur le banc. Mais Wilfried Zaha étant ce qu'il est, malheureusement, voilà. Il nous manque ce joueur-là aujourd'hui. Il nous manque un joueur de banc, un pur dynamiteur de banc, que Mama Baldé aurait été très bien. Le prêt de Benrahma aussi. Après, Benrahma à l'OL, c'était la meilleure chose à faire, c'était de le revendre, Benrahma. Alejandro Gomez Rodriguez, vite lui passer devant. Bah, il a encore marqué aujourd'hui, hein. Mais c'est jeune encore. Hein. C'est jeune, Alejandro Gomez. Donc c'est un peu jeune. Je ne serais pas non plus hyper surpris qu'il fasse des petites montées dans le groupe pro à un moment donné, mais il a encore que 16 ans. Hein.
Il a encore que 16 ans. Je viens d'arriver, Grenoble champion de France, quoi, en hockey, j'imagine. Ouais, il a 16 ans, c'est trop tôt de toute façon. Voilà, bon, de manière générale, on a fait à peu près le tour sur tout ce qu'il y avait à dire. On a quand même un choke général pour le top 4, hein. C'est fou comme ça avance pas, hein. C'est fou. Surtout en termes de niveau de jeu proposé. Dans le top 6 de Ligue 1 aujourd'hui, vous n'avez que 2 équipes qui carburent, c'est Lyon et c'est Strasbourg. Tout le reste, c'est quand même vraiment pas régulier. Monaco, ça a perdu. Marseille, ça fait que perdre. Et ça peut encore perdre demain. Nice, ça fait 3 défaites et 1 nul sur les derniers matchs. Lille, c'est une défaite, une défaite, une victoire, une défaite, une victoire. C'est fou quand même, hein. C'est fou, hein. Et Paris aussi. Paris n'existe pas. Dans mon giron, Paris n'existe pas. Ouais. Nice et Marseille, l'autosabotage est immense. Ah non, mais c'est assez fou quand même, hein. Marseille, vous avez vu l'article qui est sorti là sur De Zerbi et la gestion du groupe. Ils ont très 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 envie de finir 5e, Marseille, j'ai l'impression, hein. Parce que là, rappelez-vous, en début de saison, c'était acté qu'ils allaient faire 2e, hein. Ils avaient une avance absolument mirobolante. Ça va pas du tout, Marseille, hein. Et c'est vraiment pas bon en plus. C'est pas des malentendus, hein. C'est vraiment pas bon. Et là, Marseille, ils sont demain, Strasbourg peut revenir à hauteur de Marseille. Et on est à 1 point de Marseille, du côté de Lyon. Et ils vont jouer Monaco la semaine prochaine. Donc, en tout cas, il y a du suspense. Voilà, notre Ligue 1 pourrie que personne ne veut regarder. Bah là, la semaine prochaine, c'est quand même un super, super journée de championnat. Vous avez Strasbourg-Nice, vous avez Marseille-Monaco. Ça va être chaud, chaud, chaud jusqu'au bout. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux notes. Je vous rappelle que vous pouvez noter les joueurs, vous pouvez le noter également via le lien qui est dans la description YouTube. Si vous êtes sur Twitch, normalement vous savez, hein. Normalement vous savez à peu près. Je vous montrerai vos notes un tout petit peu plus tard, une fois que j'aurai fait les miennes. Alors, les notes de ce soir. Lucas Perry, 2 beaux arrêts. Un arrêt magnifique où il sort et vraiment on voit son envergure sur Haraldsson, si je dis pas de bêtises. 3 arrêts ce soir, un arrêt un peu en catastrophe sur corner, mais il fallait bien. Ouais, 6 ce soir pour Lucas Perry. Sur le corner, alors je vous avoue que j'ai pas bien vu le premier but parce que j'étais loin, j'ai pas l'impression qu'il puisse faire grand chose. C'est un arrêt de la tête, j'ai pas vu que c'était un arrêt de la tête, mais très très bon match globalement, enfin bon, très bon match. Bon match de Lucas Perry dans sa globalité. Maitland Niles, je pense paradoxalement que c'est peut-être celui de la défense qui fait le moins bon match tout en étant quand même très bon de manière générale. Vrai sacrifice sur la fin de match également. Oui, on va mettre 6 pour Maitland Niles ce soir. Clinton Mata, pour moi, c'est le meilleur des 2 en défense centrale. Pourquoi tu ne mets pas le live en direct? Hein? Sur YouTube? Parce que j'ai pas envie de streamer sur YouTube en même temps. Il y a la musique, ça n'a pas posé problème pour la rediff. La musique est jamais sur la rediff. La musique fait partie de la piste cachée. Mata, c'est 7,5 ce soir, je pense, hein. C'est un 7,5 pour Mata ce soir. Niakate, c'est un bon match. Vrai bon match de Niakate. Je pense qu'on va mettre 7. Après, il y a le marquage sur le but quand même. Il y a le marquage sur le but quand même qui fait que, ouais, 6,5. 6,5. On va mettre 6,5. Ouais, allez, on va mettre 6,5. 6,5, on va être gentil, on va mettre 6,5. Bon, Tagliafico, énorme ce soir, comme d'hab. L'activité de Tagliafico, un truc de zinzin. 8. Voilà, on va surnoter, c'est pas grave, mais on note avec les émotions de toute façon. Tessman, première mi-temps, discretos. Deuxième mi-temps, vachement plus intéressante. Combien on met à Tessman? 5,5, 6? 6? 9 ballons récupérés. Ouais, j'ai même... ouais, non, mais c'est un match de cochon. On va mettre 6 à Tessman et 4 à Matic. Matic peut-être un peu trop discret ce soir, même s'il n'a pas été mauvais, hein. Il a 98% de passes réussies, je crois, Matic ce soir. Almada, peut-être le seul un peu décevant. Peut-être un peu décevant Almada ce soir, moi j'en attends beaucoup plus. Almada, 4, hein. Je pense qu'on va mettre 4. Ouais, 4 pour Almada. Tolisso... Tolisso... Alors Tolisso quand même hyper précieux sur les ballons aériens. Tolisso hyper précieux pour allonger. Maintenant, c'est pas non plus le match du siècle de la part de Tolisso, hein. On va mettre 5,5. Lacazette, c'était très dur quand même, hein. Le pauvre, il a pas eu beaucoup de ballons. Il y a eu des passes en début de match, notamment sur la première demi-heure qui étaient catastrophiques. Heureusement qu'il transforme le penalty, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans ce match-là de la part d'Alexandre Lacazette.
On va mettre 4, mais je trouve même que c'est généreux. On va pas noter Nuama, évidemment. On va noter Ryan Cherki, qui n'est pas sur la visualisation, malheureusement. Mais Cherki, moi, j'ai trouvé que c'était un bon match. Un but pour Cherki. Almada, c'est large au-dessus de Cherki sans le but. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis sincèrement pas d'accord là-dessus. Cherki, il a créé des décalages régulièrement dans le match. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est l'homme du match. Et Maciel, ouais, ouais. Vous avez mis combien, vous? Je vais vous copier. Vous avez mis 6,5. Je trouve ça un peu généreux quand même. À mettre 6. À mettre 6. Voilà. Les pronos, je vous montre. Alors d'abord, je vous montre vos notes à vous. Pour vous montrer que vous avez été moins généreux sur Tagliafico, mais globalement un peu plus généreux sur le reste. Moins sur Tespan, plus sur Baptiste. En fait, vous êtes mou. Vous notez toujours mollasson. La Casette, vous avez été généreux quand même. 4,5, ça me paraît très très généreux. Très 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 généreux. La tête était cadrée de la Casette. La tête sur le penalty. T'as les récaps des notes de l'année. Il faudrait que je demande. Et on termine avec le classement des pronos pour vous montrer qu'il y a un changement de leader. C'est Kessil qui est en tête, qui est passé devant Lulustucru. Et derrière, un petit trou sur Thomas Zepin et Casseur Flotteur. Je vous rappelle que vous pouvez pronostiquer le prochain match. Vous mettez point d'exclamation prono avec le score du prochain match. Ce sera Manchester United. Et si vous êtes sur YouTube, bah, il faut voir la vidéo avant 10h. Et avant 10h, vous pouvez aller dans le chat Twitch pour faire les pronos. Voilà. Toujours pas premier. Et non, Joe. Et non, bah Joe, t'as arrêté de jouer, toi, cette saison. Complètement arrêté de jouer. L'arbitre, bon match. J'ai pas aimé l'arbitrage de Monsieur Vatelier. Je trouvais qu'il sifflait trop, qu'il laissait pas assez l'avantage, qu'il faisait du zèle pour rien. Enfin bref, un arbitre français, quoi. Si, j'ai noté Cherki, juste il apparaît pas à l'écran, j'ai mis 7 à Cherki. J'ai mis 7 à Cherki. Voilà, on a terminé ce débrief. On se retrouvera jeudi, tard, pour le débrief du match contre Manchester United. On sera en live aux alentours de minuit, minuit et demi, je pense. On verra s'il y a peut-être un certain Yanis LB qui viendra pointer le bout de son nez. Parce qu'on est tous au stade. Hein. Sofiane est au stade, Yanis est au stade, Zach est au stade aussi également. Je suis au stade, on est tous au stade. Voilà, donc j'espère que ce sera rempli à ras-bord et qu'il y aura une super ambiance. En attendant, prenez soin de vous. Je suis désolé de ne pas avoir fait de live nocturne, mais comme vous l'entendez peut-être, j'étais malade pendant toute la semaine. Donc j'ai pas pu faire le live nocturne. Peut-être que j'en ferai un mardi. Peut-être. Voilà. Merde, Zach au stade. Et oui, malheureusement, Zach sera au stade. Vous pouvez encore lui demander de ne pas venir, mais c'est comme ça que ça marche, malheureusement. N'oubliez pas, si vous êtes allé au bout, de lâcher des petits pouces, etc., etc., la cloche, les commentaires, le fromage en commentaire, les conneries. Enfin, bref, vous connaissez hein, vous avez l'habitude depuis. Et puis, bah, rendez-vous jeudi. Voilà, bon dimanche. Et bonne victoire de Ferrari demain matin à 7h. On y croit, hein, on peut rêver. Allez, bisous, ciao.